Dans la nuit du 30 novembre 1942 au large de la côte nord-ouest de Guadalcanal, le lieutenant Roland West réduisit la puissance des moteurs du PT-109 jusqu'à les faire murmurer au ralenti. Les 3 moteurs marins Packard, à 12 cylindres, chacun capable de développer 1500 chevaux, grondaient désormais sourdement dans les ténèbres, leur collecteur d'échappement brisant à peine la surface de l'eau du détroit. Autour de lui, dans l'obscurité d'une nuit sans lune, un vide d'encre, 4 autres vedettes PT dérivaient dans un silence similaire, leurs équipages scrutant l'horizon noir à la recherche du moindre signe du Tokyo Express. Les hommes l'appelaient la course des rats, ou parfois le Tokyo Express. La marine japonaise, elle parlait de mission de transport à grande vitesse, un simple euphémisme bureaucratique pour ce qui était devenu la ligne de vie de leur garnison sur Guadalcanal. Presque chaque nuit, des destroyers et des croiseurs rapides dévalaient le chenal entre les îles Salomon, déchargeaient ravitaillements et renforts sur les plages, puis filaient vers le nord avant que la lumière du jour ne puisse les exposer à la puissance aérienne américaine. Le calendrier était devenu d'une prévisibilité sinistre. Les Japonais venaient la nuit. Ils venaient vite, et jusqu'à récemment ils étaient venus avec une quasi-impunité. West se livrait à ce jeu mortel depuis 6 semaines, opérant depuis le port de Tulagi, de l'autre côté du détroit d'Iron-Bottom Sound face à Henderson Field. Sa vedette, comme les autres de l'escadron de vedettes lance-torpilles 3, transportait 4 torpilles Mark 8 de 20 et un pouce pesant chacune près de 1400 kg et capable de couler un destroyer si le tir était précis. Chaque torpille coûtait $10 000, plus du double de ce que la plupart de ces hommes du rang gagneraient en une décennie. Ce soir, West avait l'ordre de les utiliser. Le rapport du renseignement avait été spécifique. Un important convoi de renforts japonais était attendu peut être jusqu'à 8 destroyers transportant des troupes et des provisions pour la garnison assiégée. Des observateurs côtiers américains dissimulés dans les collines couvertes de jungle des îles environnantes avaient signalé leur passage par radio des heures plus tôt. La formation ennemie se déplaçait vers le sud à grande vitesse peut être 30 newtonneux, ce qui signifiait qu'ils arriveraient dans les eaux étroites de Tassafaronga d'ici 1 heure. Si ce récit historique vous captive, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué aujourd'hui. Les vedettes PT représentaient quelque chose de nouveau dans la guerre navale, ou plutôt quelque chose de très ancien remis au goût du jour. C'étaient de petites embarcations rapides à coque en bois, avec un équipage de moins d'une douzaine d'hommes armés de torpilles, qui pouvaient théoriquement anéantir des navires 1000 fois plus lourds. La marine les avait commandés en désespoir de cause après que Pearl Harbor eut balayé toute illusion de domination navale américaine dans le Pacifique. Les escadrons de vedettes lance-torpilles étaient peu coûteux à construire, rapides à former et sacrifiables, d'une manière que les croiseurs et les cuirassés ne pourraient jamais l'être. Mais sacrifiables ne signifiait pas inefficace. Ces vedettes incarnaient une forme de guerre de l'ombre, un écho naval de la guérilla menée par les partisans dans les forêts et les montagnes d'Europe. Les équipages qui les armaient apprenaient mission après mission à transformer leur fragilité en avantage. Ils avaient appris à couper leurs moteurs et à dériver dans l'obscurité à l'écoute du sifflement distinctif des turbines des destroyers japonais. Ils avaient appris à tirer leurs torpilles à des distances de moins de 1000 mètres, bien plus près que ce que tout capitaine de destroyer jugerait prudent. Ils avaient appris que les Japonais, suprêmement confiants dans leur capacité de combat nocturne et leur supériorité optique, s'attendaient rarement à des attaques de navires aussi petits que des vedettes PT. Cette nuit mettrait à l'épreuve si ces leçons se traduisaient en résultats. West consulta sa montre. Les aiguilles lumineuses indiquaient 23:00. Si le timing des observateurs côtiers était exact, les destroyers japonais seraient bientôt là. Autour de lui, invisible dans les ténèbres, les autres vedettes attendaient. La mer était calme, l'air chaud et lourd d'humidité, et quelque part au nord, filant à travers la nuit tropicale, le Tokyo Express arrivait. Pour comprendre pourquoi des vedettes PT chassaient des destroyers au large de Guadalcanal fin novembre 1942, il faut d'abord saisir le désespoir qui caractérisait la situation des deux camps sur cette île, reculée du Pacifique Sud. 4 mois plus tôt, le 7 août, la première division des marines avait débarqué à Guadalcanal, marquant la première offensive américaine majeure de la guerre du Pacifique. Leur objectif était un aérodrome que les Japonais construisaient près de Lunga Point. Les marines s'emparèrent de l'aérodrome, le rebaptisèrent Henderson Field, et se retrouvèrent soudain à tenir une position stratégique
qu'aucun des deux camps ne pouvait se permettre de perdre. Pour les Japonais, Guadalcanal représentait le point d'ancrage sud de leur périmètre défensif. Perdre l'île exposerait Rabaul, leur base majeure dans la région, et ouvrirait potentiellement la voie à une avancée américaine vers le nord, à travers les Salomon, en direction des Philippines. Pour les Américains, Henderson Field fournissait la seule puissance aérienne terrestre à portée de la forteresse japonaise de Rabaul. Quiconque contrôlait cet aérodrome contrôlerait le ciel au-dessus des Salomon centrales, et quiconque contrôlait le ciel finirait par contrôler la campagne. Le problème était le ravitaillement. Les marines sur Guadalcanal avaient besoin de nourriture, de munitions, de carburant et de renforts. La garnison japonaise, qui ne cessait de croître à mesure que Tokyo engageait plus de troupes pour reprendre l'île, avait les mêmes besoins. Mais aucun des deux camps ne pouvait se ravitailler en toute sécurité de jour. Le contrôle américain de Henderson Field signifiait que tout navire ou transport japonais, tentant de s'approcher de jour, ferait face à une attaque des bombardiers en piqué et des chasseurs des marines. Inversement, la puissance aérienne japonaise depuis Rabaul, bien qu'affaiblie par la distance et l'attrition, restait assez forte pour menacer les convois de ravitaillement américains pendant la journée. Cette impasse tactique donna naissance au Tokyo Express. Des destroyers japonais rapides et lourdement armés dévalaient le détroit à la faveur de l'obscurité, arrivant au large de Guadalcanal après minuit. Ils déchargeaient des provisions et des troupes directement sur les plages ou sur des barges, puis repartaient à toute vitesse vers le nord pour se mettre hors de portée des avions de Henderson Field avant l'aube. Les destroyers transportaient les fournitures dans des fûts qui pouvaient être jetés par-dessus bord et flotter jusqu'au rivage, ou bien lorsque la vitesse était moins critique, ils ralentissaient suffisamment pour transférer la cargaison sur des barges de débarquement. Le système était inefficace. Les destroyers faisaient de piètres cargos. Chaque navire pouvait transporter être 30 à 50 tonnes de fournitures lorsqu'il était configuré pour des missions de transport bien moins qu'un cargo approprié. Les fûts se brisaient fréquemment dans les vagues, déversant leur contenu de riz de munitions ou de fournitures médicales dans la mer. Les troupes devaient débarquer en pataugeant ou en se transférant sur de petites embarcations dans l'obscurité, un processus qui entraînait régulièrement des noyades lorsque les hommes glissaient en descendant les filets de chargement ou lorsque les barges surchargées chaviraient dans la houle. Mais un ravitaillement inefficace valait mieux qu'aucun ravitaillement du tout, et les courses du Tokyo Express se poursuivirent avec une fréquence croissante tout au long de septembre, octobre et novembre 1942. Les destroyers japonais étaient assez rapides pour distancer la plupart des navires de surface américains, et leurs équipages étaient superbement entraînés au combat de nuit, possédant un équipement optique et une doctrine tactique qui leur donnait des avantages constants dans l'obscurité. Les tentatives américaines d'intercepter ces courses avec des croiseurs et des destroyers avaient produit des résultats au mieux mitigés et au pire des pertes catastrophiques. Les batailles navales du Cap Espérance de l'île de Savo et la première nuit de la bataille navale de Guadalcanal avaient démontré que les forces de surface américaines n'étaient pas encore prêtes à affronter la marine impériale japonaise la nuit sur un pied d'égalité. C'est là que les vedettes PT entrèrent en jeu, non comme une solution de choix, mais comme la seule disponible. L'escadron de vedettes Lance-Torpille 3 était arrivé à Tulagi en octobre 1942 avec 12 vedettes. C'étaient des vedettes Elco de 80 pieds construites par l'Electric Launch Company à Bayonne dans le New Jersey. Construites en contreplaqué sur des membrures en bois et propulsées par 3 moteurs Packard qui pouvaient les pousser à des vitesses dépassant les 40 newtonneux en eau calme. Chaque vedette transportait 4 torpilles, généralement des modèles Mark 8, avec des ogives de 227 kg montées dans des tubes sur le pont avant. La doctrine régissant les opérations des vedettes PT fin 1942 restait largement théorique, tirée d'études d'avant-guerre et d'une expérience de combat limitée aux Philippines plus tôt cette année-là. Le bureau de l'artillerie de la marine et les officiers supérieurs qui avaient défendu le concept de la vedette lance-torpille imaginaient ces navires opérant dans des circonstances tactiques spécifiques, attaquer de grands navires de guerre ou des transports ennemis dans des eaux restreintes, mener des raids sur les ports et les mouillages ennemis ou servir d'éclaireur à grande vitesse pour des unités de flotte plus importantes. La réalité à Guadalcanal ne correspondait à aucun de ces scénarios idéalisés. Les vedettes PT n'attaquaient pas de lents navires marchands dans des ports.
Elle tentait d'intercepter des destroyers capables de filer à 35 newtonneux armés par des hommes qui s'étaient entraînés intensivement au combat de nuit, équipés de télémètres optiques et de projecteurs supérieurs et dotés de canons de 127 mm qui pouvaient pulvériser une vedette pétée d'un seul coup au but. Le problème tactique n'était pas théorique, il était mortellement immédiat. La torpille Mark 8 elle-même présentait des complications que l'entraînement n'avait pas entièrement résolues. L'arme fonctionnait à l'air comprimé, laissant un sillage visible de bulles, une trahison que des vigies expérimentés pouvaient repérer même la nuit si les conditions étaient favorables. La portée de la torpille était de 5500 mètres à une vitesse de 36 newtonneux, mais tirer à portée maximale signifiait que la cible aurait amplement le temps de manœuvrer. La portée efficace basée sur l'expérience du début de la guerre était plus proche de 900 mètres, ce qui obligeait les vedettes pétées à s'approcher à bout portant selon les standards d'un destroyer avant de lancer leurs armes. Les vedettes elles-mêmes étaient d'une fragilité que leur construction en bois ne pouvait masquer. Le contreplaqué et l'acajou les rendaient légères et rapides, mais un seul obus de 127 mm traverserait les deux côtés de la coque, sans détonner laissant des trous béants qui inonderaient la vedette en quelques minutes. Les mitrailleuses de calibre. 50 montées sur les vedettes, généralement 4 pouvaient endommager la superstructure d'un destroyer ou tuer des membres d'équipage exposés, mais elles ne pouvaient pas percer le blindage ni neutraliser les tourelles de canon. Dans tout échange de tirs soutenu, la vedette pétée perdrait. Cela signifiait que les tactiques des vedettes pétées à Guadalcanal évoluèrent par nécessité plutôt que par doctrine. Les équipages apprirent à opérer avec les moteurs au ralenti, parfois en les coupant complètement pour écouter les navires ennemis. Ils apprirent à utiliser la ligne de côte comme toile de fond, se positionnant de manière à ce que les navires ennemis se découpent en silhouette contre le ciel légèrement plus clair près de l'horizon. Ils apprirent à tirer les torpilles et à virer immédiatement à pleine vitesse utilisant des générateurs de fumée pour couvrir leur retraite et empêcher l'ennemi de suivre leur position avec précision. Ils apprirent aussi à accepter l'échec comme la norme plutôt que l'exception. Tout au long d'octobre et de la majeure partie de novembre, les attaques des vedettes pétées contre le Tokyo Express avaient produit des résultats minimes. Les torpilles manquaient leur cible dans l'obscurité. Des vedettes étaient surprises par des projecteurs et forcées de battre en retraite sous le feu avant de pouvoir lancer. Des problèmes de communication signifiaient que les vedettes arrivaient aux positions d'interception trop tôt ou trop tard, manquant entièrement le convoi ennemi. Le journal de guerre de l'escadron, pour ces mois, enregistrait une activité de patrouille constante mais peu de coups au but confirmés. Les équipages comprenaient leur place dans la hiérarchie navale. Ils n'étaient pas des unités de la flotte. Ils n'étaient même pas de véritables navires de guerre aux yeux de nombreux officiers supérieurs qui considéraient les vedettes lance-torpilles comme expérimentales au mieux et un gaspillage au pire. Leur principale valeur était leur présence, la conscience que les forces américaines tentaient de contester les courses du Tokyo Express, même lorsque les unités de surface conventionnelles ne pouvaient pas opérer en toute sécurité dans les eaux confinées d'Iron Bottom Sound après la tombée de la nuit. Mais une présence sans résultat engendrait la frustration, en particulier parmi les équipages qui passaient leur nuit à dériver, dans le noir, à respirer les vapeurs d'essence de leurs moteurs, à regarder les destroyers japonais passer en trombe et à retourner à la base avec des torpilles encore montées dans leurs tubes. Le bilan psychologique de missions répétées sans succès, combiné à la connaissance que la garnison japonaise de Guadalcanal continuait de se renforcer à chaque ravitaillement réussi, créait un sentiment de futilité qu'aucun courage ne pouvait entièrement surmonter. Le 30 novembre serait différent, bien que West et son équipage n'aient aucun moyen de le savoir alors qu'ils dérivaient dans les ténèbres de Tassafaronga. La différence ne viendrait pas de nouveaux équipements ou d'une doctrine révisée. Elle viendrait des circonstances de la situation tactique spécifique qui allait se développer dans l'heure suivante et des décisions que les commandants de vedettes individuelles prendraient face à des cibles se déplaçant à grande vitesse dans leur zone de patrouille. Le Tokyo Express arrivait et pour une fois les vedettes pétées seraient au bon endroit, au bon moment. L'escadron de vedettes Lance-Torpille 3 arriva à Tulagi, à bord du ravitailleur d'hydravion USS Makin, le 12 octobre 1942. L'escadron se composait de 12 vedettes Elco, de 80 pieds répartis en 2 divisions de 6 vedettes chacune. Le lieutenant-commander Alan Montgomery,
commandait l'escadron avec le lieutenant West comme officier en second et commandant de la 2e division. Les vedettes elles-mêmes étaient relativement neuves, la plupart ayant été achevées dans les 6 mois précédents à l'usine Elco de Bayonne. Chaque vedette mesurait exactement 80 pieds de long, avec une largeur de 20 pieds et 8 pouces. La coque était construite de 2 couches de planches d'acajou, chacune de 5/8 de pouce d'épaisseur, posées sur des membrures en chêne blanc, espacées de 9 pouces. Le double bordage était posé en diagonale dans des directions opposées, créant une structure à la fois légère et étonnamment résistante aux contraintes longitudinales. Toute la coque était assemblée avec des milliers de vis en bronze et de rivets en cuivre, des matériaux choisis pour leur résistance à la corrosion en eau salée. 3 moteurs Packard 4M2 1500 propulsaient chaque vedette. Il s'agissait de versions marinisées des moteurs d'avion à 12 cylindres que Packard avait développés sous licence de Liberty. Chaque moteur avait une cylindrée de 2500 pouces cubes et produisait 1500 chevaux-vapeur à 2400 tours par minute. Les moteurs brûlaient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane 100 octane, qui était significativement plus volatile que le fioul utilisé par les grands navires de guerre. Chaque vedette transportait 3000 gallons de cette essence dans des réservoirs auto-obturants assez pour environ 500 milles nautiques à vitesse de croisière, soit environ 12 heures de fonctionnement continu. L'armement principal consistait en 4 tubes lance-torpilles de 20 et un pouce monté sur le pont avant. La dotation standard était des torpilles Mark, 8 chacune mesurant 20 pieds et 7 pouces de long, pesant 2615 livres, y compris l'ogive de 500 livres de torpex. La Mark 8 fonctionnait à l'air comprimé stocké dans une bouteille à 2600 livres par pouce carré. Après le lancement, la torpille accélérait à sa vitesse prédéfinie, soit 27 nœuds pour une portée maximale de 16 milliards, soit 36 nœuds pour une portée de 6 milliards. En pratique à Guadalcanal, les vedettes PT réglaient généralement leur torpille sur la vitesse la plus élevée, acceptant une portée réduite en échange d'un temps de manœuvre moindre pour la cible. L'armement secondaire variait quelque peu entre les vedettes, mais la configuration standard comprenait 4 mitrailleuses Browning 2 de calibre 50. 2 étaient généralement montées sur le pont avant en avant des tubes lance-torpilles, une de chaque côté. 2 autres étaient montées à l'arrière, une de chaque côté du cockpit ou de la cabine de jour. Chaque mitrailleuse pouvait tirer entre 450 et 600 coups par minute, selon le modèle et l'état. Le projectile de calibre 50 pouvait percer un blindage léger à moins de 500 yards et était efficace contre les avions, les petites embarcations et le personnel exposé sur les plus grands navires. L'équipage se composait généralement de 2 officiers et de 9 hommes du rang. Le commandant, habituellement un lieutenant ou un lieutenant de vaisseau de 2 classes, se tenait dans le cockpit aux côtés du barreur pendant les opérations de combat. L'officier en second, souvent un enseigne de vaisseau, occupait généralement l'une des positions de mitrailleur ou supervisait l'équipe des torpilles. L'équipe des machines se composait de 3 hommes, un pour chaque moteur, responsable de la surveillance de la température, de la pression d'huile et du débit de carburant pendant les opérations à grande vitesse. Les autres membres d'équipage servaient de vigie, de torpilleurs, de tireurs et d'opérateurs radio, selon les besoins. La formation pour le service sur les vedettes PT avait été compressée par l'urgence de la guerre. La plupart des officiers avaient suivi un bref cours au centre de formation des escadrons de vedettes, lance-torpilles, à Melville, Rhode Island, où ils apprenaient les bases de la navigation, les tactiques de torpillage et la maintenance et des moteurs. Le cours ne durait que 8 semaines, bien plus court que la formation requise pour les officiers servant à bord de destroyers ou de croiseurs. Les hommes du rang recevaient encore moins d'instructions formelles, apprenant souvent leurs tâches sur le tas après avoir rejoint leurs escadrons. Cette formation abrégée reflétait le besoin désespéré de la marine pour des vedettes PT dans le Pacifique, mais cela signifiait aussi que les équipages arrivaient dans les zones de combat avec une expérience pratique minimale. Le lieutenant West opérait des vedettes PT depuis moins de 6 mois avant d'arriver à Guadalcanal. Beaucoup de ses membres d'équipage n'avaient jamais été en mer avant de s'engager dans la marine. Ils apprenaient par la répétition et l'observation, par l'accumulation des petites erreurs qui ne se soldaient pas par la mort et par les conseils des quelques hommes qui avaient survécu au combat aux Philippines plus tôt cette année-là. Les besoins en maintenance des vedettes PT étaient substantiels et constants.
Les moteurs Packard exigeaient une attention méticuleuse, en particulier dans l'environnement tropical du Pacifique Sud, où la chaleur, l'humidité et les embruns salés accéléraient la corrosion et dégradaient les lubrifiants. Chaque moteur devait être inspecté de manière approfondie après chaque patrouille, avec vidange d'huile, examen des bougies d'allumage et rinçage des systèmes de refroidissement. Les coques en bois absorbaient l'eau et nécessitaient un séchage et un traitement régulier pour prévenir la pourriture. Les ponts en contreplaqué, bien que scellés avec de multiples couches de vernis marin, commençaient à se décoller après quelques mois d'exposition au soleil tropical et à l'eau salée. La base de Tulagi offrait des installations de soutien minimales. Il n'y avait pas de véritable cale sèche, pas d'atelier d'usinage capable de révision majeure de moteurs et pas de stock de pièces de rechange. Lorsque les moteurs tombaient en panne, ce qui arrivait avec une régularité troublante, les équipes de réparation devaient improviser des solutions en utilisant les matériaux disponibles. Lorsque les coques étaient endommagées par un échouement ou par le feu ennemi, les réparations étaient effectuées avec des rustines de contreplaqué et les adhésifs qu'ils pouvaient se procurer. Les vedettes qui effectuaient des patrouilles fin novembre 1940 de Newton n'étaient pas les navires immaculés qui étaient arrivés des États-Unis quelques semaines plus tôt. C'étaient des machines de plus en plus usées, maintenues en état de marche par l'ingéniosité et la détermination d'équipage, qui comprenaient qu'une panne mécanique en mer pouvait être aussi fatale qu'une action ennemie. Le son parvint d'abord au PT-109 sous la forme d'un vrombissement rythmique et lointain à peine audible, par-dessus le ralenti des propres moteurs de la vedette. West leva la main, signalant un silence complet. Les mécaniciens coupèrent immédiatement les trois Packard. Dans le silence soudain, le son devint plus clair, le sifflement aigu des turbines des systèmes de propulsion des destroyers, fonctionnant à grande vitesse. Le Tokyo Express était arrivé. West ne voyait encore rien. La nuit était sans lune, avec une épaisse couverture nuageuse obscurcissant même les étoiles, mais le son était indubitable, et de plus en plus fort. Il prit le combiné radio et transmit un bref rapport de contact aux autres vedettes de sa division, donnant sa meilleure estimation du relèvement et de la distance de l'ennemi basée uniquement sur le son. Les autres vedettes accusèrent réception en chuchotant sur le circuit radio. Le premier contact visuel eut lieu être 2 minutes plus tard, lorsqu'une des vigies repéra une masse plus sombre se déplaçant contre l'horizon noir au nord-ouest. Puis une autre, puis plusieurs autres. La formation japonaise était plus importante que prévu, au moins 8 destroyers, naviguant en colonne à grande vitesse. Il se trouvait être à 4000 yards, se déplaçant à ce qui semblait être près de 30 newtonneux, se dirigeant presque directement vers la position des vedettes PT. West prit sa décision rapidement. La géométrie était presque parfaite. Les destroyers passeraient à moins de 1000 yards de sa position s'ils maintenaient leur cap et leur vitesse actuelle. À cette distance et avec la grande vitesse de l'ennemi, il n'aurait qu'un seul tir. Il ordonna aux mécaniciens de redémarrer les moteurs, mais de les maintenir au ralenti. Il aurait besoin de puissance immédiatement après le tir pour virer et s'échapper, avant que les destroyers ne puissent pointer leurs canons. Les torpilles Mark 8 avaient déjà été réglées pour une grande vitesse 36 newtonneux, avec une profondeur de 10 pieds. La profondeur était critique, trop faible, et les torpilles risquaient de marsouiner ou de percer la surface, trop profonde, et elles passeraient inoffensivement sous les coques des destroyers. 10 pieds représentaient le meilleur compromis basé sur les renseignements concernant le tirant d'eau des destroyers japonais et l'état estimé de la mer. La distance continuait de se réduire. 3000 yards, 2500, 2000. West attendit, luttant contre l'envie de tirer trop tôt. La solution de tir théorique préconisait un lancement à 1000 yards, mais cela supposait une bonne visibilité et une estimation précise de la distance. Dans cette obscurité, avec seulement les vagues silhouettes des destroyers visibles contre l'horizon, l'estimation de la distance tenait plus de la divination que de la science. À environ 1200 yards ouest, donna l'ordre de tirer. Les tubes lance-torpilles libérèrent l'air comprimé avec un sifflement sec, et la première Mark 8 tomba dans l'eau avec un lourd plongeon. 3 secondes plus tard, la deuxième torpille fut lancée, puis la troisième. La quatrième et dernière torpille se bloqua brièvement dans son tube avant que les torpilleurs ne parviennent à dégager l'obstruction et à la lancer manuellement. Au moment où la quatrième torpille entra dans l'eau, la première avait déjà parcouru plusieurs centaines de yards vers la colonne ennemie. West ordonna immédiatement la pleine puissance. Les 3 Packard rugirent, et le PT-109
bondit en avant virant brusquement à tribord pour mettre de la distance entre la vedette et les destroyers ennemis. Les autres vedettes de la division tiraient également maintenant leurs lancements de torpilles visibles, comme de brefs éclairs d'eau blanche dans l'obscurité. En peu, être 90 secondes 15 ou 6 torpilles filaient vers la formation japonaise. La réponse japonaise fut presque immédiate. Des projecteurs s'allumèrent balayant l'eau à la recherche d'attaquants, des obus éclairants éclatèrent au-dessus, baignant la scène d'une lumière de magnésium cru qui transforma l'obscurité en un étrange crépuscule macabre. Les canons de 127 mm commencèrent à tirer leurs éclats de bouche orange vifs dans l'illumination artificielle. Les obus passaient au-dessus avec des bruits de toile que l'on déchire soulevant d'énormes geysers là où ils frappaient l'eau. Si vous trouvez ce récit captivant, veuillez prendre un moment pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à continuer de produire du contenu approfondi comme celui-ci. West maintint les gaz à fond manœuvrant de manière évasive, changeant de cap toutes les quelques secondes pour rendre sa vedette une cible plus difficile. Derrière lui, il pouvait entendre les tireurs de calibre. 50 visaient les projecteurs, bien qu'avec peu d'effet apparent à cette distance. La vedette filait peu, être à 38 newtonneux maintenant frappant durement le clapotis, chaque impact secouant l'équipage et menaçant de faire tomber l'équipement. Puis vinrent les explosions. La première fut une détonation profonde et résonnante qui roula sur l'eau suivie quelques secondes plus tard par une autre puis une troisième. West risqua un coup d'œil par-dessus son épaule et vit une colonne de feu s'élever d'un des destroyers. Une quatrième explosion illumina un autre navire dans la colonne. Les torpilles touchaient leur cible. Ce qui se passa dans les minutes suivantes ne deviendrait clair que des heures plus tard lorsque toutes les vedettes seraient revenues à Tulagi et que les équipages pourraient comparer leurs observations. La colonne de destroyers japonais avait navigué directement dans la nappe de torpilles des vedettes PT à grande vitesse, donnant à leur vigie un temps minimal pour repérer les sillages des torpilles et pratiquement aucun temps pour manœuvrer. Au moins 4 torpilles avaient fait mouche peu, être plus. Le destroyer qui encaissa le premier coup avait été presque coupé en deux, son échine brisée par l'explosion massive de 227 kg de torpex, détonnant contre sa coque. Il coulait déjà sa proue et sa poupe, s'élevant à des angles abrupts, alors que la mer s'engouffrait dans sa coque éventrée. La formation japonaise se désintégra dans le chaos. Les destroyers qui, quelques instants auparavant naviguaient en colonne serrée, se dispersèrent maintenant dans toutes les directions, leur commandant incertain de l'origine de l'attaque et du nombre d'assaillants auxquels ils faisaient face. Certains virèrent vers la menace perçue tentant de se rapprocher des vedettes PT pour les engager avec leurs canons. D'autres s'éloignèrent cherchant à échapper à l'eau infestée de torpilles. 2 destroyers entrèrent en collision en manœuvrant à grande vitesse dans l'obscurité leurs coques, grinçant l'une contre l'autre avec un cri de métal torturé qui se propagea clairement sur l'eau. Le PT-109 et les autres vedettes continuèrent de s'éloigner à vitesse maximale, naviguant de manière erratique, laissant derrière eux une traînée de fumée de leurs générateurs pour dérouter les artilleurs japonais. Les obus éclairants continuaient d'éclater au-dessus, et les obus de 127 mm continuaient de tomber autour d'eux. Mais la distance extrême et l'obscurité rendaient un tir précis presque impossible. Après peu, être 10 minutes de cette course-poursuite, les vedettes PT avaient creusé une distance suffisante pour que les Japonais cessent le feu et tournent leur attention vers le sauvetage des survivants des destroyers. Perdition. West fit faire un large arc de cercle à sa vedette maintenant une distance de sécurité, mais gardant la formation ennemie en vue. Il pouvait voir au moins 2 destroyers immobiles dans l'eau, tous deux clairement endommagés. L'un était enfoncé par la prousse à poupe haute, prenant probablement l'eau à l'avant. L'autre semblait gîter lourdement sur bâbord. Les destroyers restants tournaient en rond mettant des canots à l'eau et lançant des cordes aux hommes dans la mer. Le Tokyo Express avait été arrêté du moins pour cette nuit. Le retour à Tulagi prit près de 2 heures. Les vedettes avancèrent à vitesse modérée pour économiser le carburant et minimiser les risques de panne mécanique. Chaque vedette rapporta son statut par radio. Le PT-109 avait dépensé ses 4 torpilles et environ 300 cartouches de calibre 50. La vedette n'avait subi aucun dommage, ni aucune victime. D'autres vedettes de la division rapportèrent un statut similaire, bien que le PT-38 ait reçu un seul obus de 127 mm dans sa section arrière,
qui heureusement n'avait pas détonné, traversant complètement la coque, contreplaqué de la vedette et sortant de l'autre côté, sans toucher quoi que ce soit de vital. Alors que les vedettes entraient dans le port de Tulagi et s'amarraient au quai flottant, les équipages furent accueillis par le commandant de l'escadron et les officiers du renseignement qui commencèrent immédiatement à les débriefer sur l'action de la nuit. Les premiers rapports étaient confus et contradictoires, comme le sont toujours les comptes rendus d'après-action compilés à partir d'observations faites dans l'obscurité, en conditions de combat. Certains équipages affirmaient avoir vu jusqu'à 6 destroyers touchés, d'autres n'en rapportaient que 2 ou 3. Le nombre exact de torpilles tirées variait selon le membre d'équipage interrogé. Ce qui n'était pas contesté, c'est que les vedettes PT avaient remporté leur premier succès significatif contre le Tokyo Express. Plusieurs destroyers japonais avaient été endommagés ou coulés. La mission de ravitaillement avait été perturbée. La garnison japonaise de Guadalcanal ne recevrait pas les renforts et les fournitures dont elle avait désespérément besoin, du moins pas cette nuit. Le coût avait été minime, quelques munitions et du carburant dépensés, et une vedette avec un trou dans la coque qui pourrait être réparée dès le matin. Les officiers du renseignement étaient particulièrement intéressés par les détails des attaques à la torpille, la distance à laquelle les vedettes avaient tiré la vitesse et le cap estimé des cibles, les effets d'explosion observés. Ces informations seraient compilées dans des rapports et envoyées à la chaîne de commandement pour finalement atteindre le bureau de l'artillerie et les officiers responsables du développement des tactiques des vedettes PT. Chaque engagement réussi fournissait des données qui pouvaient être utilisées pour affiner la doctrine et améliorer les chances de succès dans les opérations futures. Mais pour les équipages, le débriefing n'était qu'une formalité administrative avant de pouvoir s'occuper de préoccupations plus immédiates. Les vedettes devaient être ravitaillées en carburant et réarmées. Les moteurs nécessitaient une inspection et une maintenance. Les équipages avaient besoin de nourriture et de repos avant la prochaine patrouille qui aurait probablement lieu la nuit suivante si les renseignements indiquaient une autre course du Tokyo Express. Le rythme des opérations à Guadalcanal laissait peu de temps pour la célébration ou la réflexion. Le succès dans un engagement signifiait simplement la survie pour affronter le suivant. La signification plus large de l'action de cette nuit ne deviendrait apparente qu'au cours des jours et des semaines suivants, à mesure que des informations supplémentaires filtreraient de multiples sources. Les rapports des observateurs côtiers confirmèrent que des destroyers japonais lourdement endommagés avaient été observés se traînant vers le nord à vitesse réduite le lendemain matin. Les interceptions radio révélèrent une augmentation du trafic de communication japonais, discutant des pertes et des dommages. Les vols de reconnaissance de Henderson Field photographièrent des destroyers endommagés en réparation à Rabaul et notèrent que moins de destroyers étaient disponibles pour les courses ultérieures du Tokyo Express. L'impact psychologique des deux côtés fut significatif. Pour les Japonais, la prise de conscience que même leur course rapide de destroyers n'était plus à l'abri des attaques forcerait une reconsidération de leur stratégie de ravitaillement. Les destroyers qui semblaient invulnérables à tout sauf aux grandes unités de surface étaient désormais vulnérables aux attaques de petites embarcations qui pouvaient se cacher dans l'obscurité et frapper sans avertissement. Pour les Américains, le succès prouvait que les vedettes PT, malgré leur fragilité et leur puissance de feu limitée, pouvaient contribuer de manière significative à la campagne lorsqu'elles étaient employées dans les bonnes circonstances. Le commandant Montgomery déposa son rapport d'action le 2 décembre 48 heures après l'engagement. Son rapport était mesuré et professionnel, notant à la fois les succès et les limites de l'attaque. Il souligna que la géométrie tactique favorable la nuit sans lune, offrant une dissimulation maximale, et la grande vitesse de la formation japonaise réduisant leur capacité à manœuvrer, avaient toutes contribué au résultat. Il mit en garde contre l'hypothèse que des résultats similaires pourraient être obtenus dans des conditions moins favorables, mais il recommanda également que la fréquence des patrouilles de vedettes PT soit augmentée et que des vedettes supplémentaires soient affectées à la zone de Guadalcanal, dès que possible. L'engagement de Tassafaronga dans la nuit du 30 novembre 1942 marqua un tournant, non pas dans l'issue de la campagne de Guadalcanal, qui resta âprement disputée pendant des semaines, mais dans le calcul tactique, régissant les opérations de ravitaillement japonaises. La marine impériale japonaise s'était appuyée sur la vitesse et la supériorité de combat nocturne de ses destroyers pour maintenir les courses du Tokyo Express avec des pertes acceptables. La prise de conscience que de petites vedettes lance-torpilles peu coûteuses pouvaient infliger des dommages importants à ces navires de guerre rapides
força une réévaluation fondamentale du risque. Les archives navales japonaises capturées après la guerre révélèrent les discussions internes qui suivirent l'engagement de novembre. Le destroyer Takanami avait coulé emportant 197 de ses membres d'équipage. Le destroyer Naganami avait subi de graves dommages à sa proue et nécessita 3 semaines de réparation à Truk avant de pouvoir reprendre le service. Le destroyer Makinami avait subi des dommages modérés d'une quasi-collision qui avait déformé des tôles de coque et inondé 2 compartiments. Le total des pertes dépassait 300 hommes tués ou blessés, un taux de perte insoutenable pour ce qui était censé être une mission de ravitaillement de routine. La réponse japonaise se manifesta sous plusieurs formes. Les capitaines de destroyers reçurent l'ordre d'approcher Guadalcanal à des vitesses réduites lorsque les renseignements suggéraient que des vedettes PT pourraient opérer dans la zone, sacrifiant l'avantage de vitesse avait auparavant rendu les courses du Tokyo Express relativement sûres. On leur ordonna de déployer des vigies supplémentaires spécifiquement chargées de surveiller les sillages de torpilles et les petites embarcations. Certains destroyers commencèrent à transporter des grenades sous-marines et des canons de petit calibre supplémentaires, spécifiquement pour une utilisation contre les vedettes PT, bien que ces ajouts réduisissent la capacité de chargement disponible pour les fournitures et les troupes. Plus significativement, la marine japonaise commença à expérimenter des méthodes de ravitaillement alternatives qui pourraient s'avérer moins vulnérables aux attaques des vedettes PT. Des croiseurs rapides remplacèrent les destroyers sur certaines courses. Leur blindage plus lourd et leurs canons plus nombreux offraient une meilleure protection contre les attaques à la torpille, bien qu'au prix d'une capacité de chargement réduite. Des sous-marins furent réquisitionnés pour le service de ravitaillement, transportant des articles critiques comme des médicaments et des munitions dans leur salle des torpilles et livrant ces fournitures en plongée pendant la journée lorsque les vedettes PT étaient moins efficaces. Des barges et de petits cargos commencèrent à effectuer des missions de ravitaillement en plus grand nombre, acceptant que beaucoup seraient perdus à cause des attaques aériennes, mais calculant que suffisamment pourraient survivre pour maintenir la garnison. Aucune de ces adaptations ne résolut le problème fondamental. Guadalcanal restait un cauchemar logistique pour les Japonais, une position isolée au bout d'une ligne de ravitaillement étendue qui était constamment attaquée de multiples directions. Les vedettes PT ne représentaient qu'un élément de cette pression, mais c'était un élément que les Japonais ne pouvaient ignorer et ne pouvaient contrer efficacement sans détourner des ressources d'autres besoins critiques. La réponse américaine au succès de novembre fut d'étendre les opérations des vedettes PT aussi rapidement que les ressources disponibles le permettaient. L'escadron de vedettes Lance-Torpille 2 arriva à Tulagi début décembre avec 12 vedettes supplémentaires. L'escadron 6 suivit en janvier 1943. En février, plus de 30 vedettes PT opéraient dans les Salomons, menant des patrouilles nocturnes et établissant une présence qui forçait les Japonais à en tenir compte dans chaque plan opérationnel. Les vedettes elles-mêmes continuaient de souffrir de problèmes mécaniques et de l'environnement opérationnel hostile. Les pannes de moteur restaient fréquentes, en particulier parmi les vedettes en service depuis plusieurs mois. Les dommages à la coque dus aux échouements sur des récifs ou des bancs de corail non cartographiés nécessitaient des réparations constantes. La chaleur tropicale provoquait une évaporation plus rapide du carburant des réservoirs, réduisant l'autonomie opérationnelle. Les équipages souffraient de maladies tropicales, en particulier du paludisme, qui devint endémique parmi le personnel stationné à Tulagi, malgré la distribution de comprimés antipaludiques d'Atabrine. Mais les vedettes continuaient d'opérer, et leur effet cumulatif sur les opérations japonaises s'avéra significatif. Les estimations du renseignement compilées en janvier 1943 indiquaient que les courses du Tokyo Express livraient environ 40% de frais en moins par mission qu'en octobre, principalement parce que les destroyers passaient plus de temps à éviter les positions suspectées des vedettes PT et moins de temps à décharger effectivement les fournitures. L'effet psychologique sur les équipages japonais fut également noté dans les documents capturés et les interrogatoires de prisonniers. Les marins de destroyers qui avaient autrefois considéré les courses rapides vers Guadalcanal comme des missions relativement routinières, les abordaient maintenant avec une appréhension considérable, sachant que de petites embarcations pouvaient attendre dans l'obscurité avec des torpilles. Le coût en ressources américaines était minime par rapport aux résultats obtenus,
Chaque vedette PT coûtait environ 200 000 $ à construire, soit environ 1% du coût d'un destroyer de classe Fletcher. Les torpilles qu'elles transportaient étaient chères mais toujours bien moins que les tirs d'artillerie navale et les bombardements aériens qui seraient autrement nécessaires pour infliger des dommages similaires aux navires de guerre ennemis. Les équipages ne nécessitaient qu'une formation minimale par rapport aux années de préparation nécessaires pour armer un cuirassé ou un porte-avions. D'un point de vue purement économique, les vedettes PT représentaient une allocation efficace de ressources limitées dans un théâtre où chaque navire, chaque avion et chaque homme entraîné était désespérément nécessaire. Le succès du 30 novembre établit un modèle qui se répéterait avec des variations tout au long de décembre 1942 et jusqu'en janvier 1943. Le Tokyo Express continua de fonctionner car la garnison japonaise de Guadalcanal avait besoin de fournitures et de renforts, quels que soient les risques. Les vedettes PT continuèrent d'intercepter ces courses avec des degrés de succès variables selon les circonstances tactiques, les conditions météorologiques et les contre-mesures spécifiques employées par les Japonais. Dans la nuit du 3 décembre, des vedettes PT engagèrent une autre force de destroyers japonais au large du Cap Espérance. Cette fois, les résultats furent moins favorables. Les destroyers avaient déployé des vigies supplémentaires et avançaient à vitesse réduite avec les canons armés et prêts. Lorsque les vedettes PT s'approchèrent à portée de tir, les destroyers les illuminèrent avec des projecteurs et engagèrent immédiatement le feu avec des canons de 127 mm. 2 vedettes PT furent endommagées, l'une si gravement qu'elle dut être remorquée jusqu'à Tulagi. Les attaques à la torpille furent précipitées et mal visées. Aucun coup au but ne fut observé, bien que les Japonais aient signalé une quasi-collision qui causa des dommages mineurs par choc. L'engagement démontra que le succès tactique n'était jamais garanti. Les Japonais apprenaient et s'adaptaient tout comme les Américains. Chaque rencontre fournissait des leçons aux deux camps, un cycle continu d'innovation et de contre-innovation qui caractérisa la guerre navale tout au long de la campagne. Les avantages des vedettes PT, petite taille, grande vitesse et faible visibilité dans l'obscurité, pouvaient être partiellement neutralisés par des vigies alertes, une artillerie agressive et une utilisation efficace des projecteurs et des obus éclairants. Mais la tendance statistique favorisait les Américains. Même lorsque les attaques des vedettes PT ne parvenaient pas à couler ou à endommager les navires ennemis, elles perturbaient les opérations et forçaient les Japonais à consacrer du temps et des ressources à des mesures défensives. Les capitaines de destroyers devaient choisir entre maintenir une vitesse élevée et rester alertes aux attaques à la torpille. Ils ne pouvaient pas faire les deux efficacement. Le temps passé à éviter les positions suspectées des vedettes PT était du temps non consacré au déchargement des fournitures. Les munitions dépensées à tirer sur les vedettes PT étaient des munitions non disponibles pour bombarder Henderson Field ou engager les unités de surface américaines. Le 11 décembre, les vedettes PT remportèrent un autre succès significatif, endommageant 2 destroyers avec des torpilles lors d'une attaque coordonnée, impliquant 8 vedettes opérant en 3 divisions. L'attaque démontra une meilleure coordination et communication entre les vedettes, avec plusieurs unités convergeant simultanément sur la formation ennemie depuis différentes directions. Les Japonais se retrouvèrent à éclairer des cibles dans de multiples directions, incapables de concentrer efficacement leur feu défensif. 3 torpilles touchèrent leur cible en succession rapide, laissant un destroyer immobilisé et un autre réduit à mi-vitesse avec de lourdes voies d'eau. Le schéma se poursuivit pendant le reste du mois de décembre. Certains engagements produisirent des succès clairs avec des dommages confirmés aux navires ennemis. D'autres se soldèrent par des quasi-collisions, des dysfonctionnements de torpilles ou des retraits prématurés sous un feu nourri. Quelques engagements virent les vedettes PT incapables de localiser l'ennemi, errant dans l'obscurité pendant que le Tokyo Express accomplissait sa mission et repartait sans être inquiété. Mais l'effet cumulatif était indéniable. La situation du ravitaillement japonais à Guadalcanal continuait de se détériorer, non pas parce que les vedettes PT avaient complètement arrêté le Tokyo Express, mais parce qu'elles l'avaient rendu considérablement plus difficile, plus dangereux et moins efficace. Fin décembre, les commandants japonais étaient confrontés à des décisions de plus en plus difficiles concernant l'allocation des ressources. Devaient-ils continuer à risquer de précieux destroyers et des équipages entraînés dans des missions de ravitaillement à Guadalcanal? Devaient-ils accepter des pertes plus élevées
en échange du maintien de l'efficacité au combat de la garnison? Ou devait-il commencer à planifier un retrait, reconnaissant que l'île ne pouvait être tenue contre la pression combinée de la puissance aérienne américaine des forces navales et des vedettes PT qui contrôlaient les eaux nocturnes? La décision fut reportée tout au long de décembre et jusqu'en janvier, alors que Tokyo envoyait des renforts supplémentaires et ordonnait à la garnison de tenir à tout prix. Mais la réalité mathématique devenait inéluctable. Le Tokyo Express ne pouvait pas livrer suffisamment de fournitures pour maintenir une force de 30 000 hommes en état de combattre tout en remplaçant les pertes dues aux attaques américaines. Les troupes japonaises sur Guadalcanal mouraient lentement de faim. Leur stock de munitions diminuait et leurs fournitures médicales étaient épuisées. La maladie faisait plus de victimes que le combat, le paludisme, la dysenterie et la malnutrition réduisant des unités entières à l'inefficacité. Les vedettes PT n'avaient pas créé cette situation à elles seules. Le contrôle américain de Henderson Field et les avions des marines et de l'armée, opérant depuis cet aérodrome, restaient le facteur principal étranglant la garnison japonaise. Les bombardements navals périodiques par les croiseurs et les cuirassés américains, bien que coûteux en termes de navires perdus, empêchaient les Japonais d'utiliser les eaux autour de Guadalcanal en toute sécurité, même la nuit. Les troupes des marines et de l'armée progressant lentement à travers l'île depuis plusieurs directions maintenaient une pression constante qui empêchait les Japonais de consolider leur position. Mais les vedettes PT avaient éliminé l'un des rares avantages que les Japonais possédaient encore, la capacité de ravitailler leurs forces la nuit en utilisant des destroyers rapides qui pouvaient échapper ou vaincre la plupart des unités navales américaines. Cet avantage avait disparu. Les petites embarcations en bois avec leurs équipages inexpérimentés et leur puissance de feu limitée s'étaient révélées capables de menacer même les meilleurs destroyers de la marine impériale lorsque les conditions favorisaient l'attaque. L'effet psychologique de cette prise de conscience s'étendit bien au-delà de Guadalcanal, influençant la planification opérationnelle japonaise dans tout le Pacifique Sud. Début février 1943, le haut commandement japonais prit la décision d'évacuer Guadalcanal. La terminologie officielle décrivait cela comme un retrait stratégique vers des positions plus défendables, mais la réalité était plus simple. L'île ne pouvait être tenue. Le Tokyo Express effectua ses dernières missions non pas comme des courses de ravitaillement mais comme des opérations d'évacuation avec des destroyers filant vers l'île à la faveur de l'obscurité pour récupérer autant de survivants que possible avant que les forces américaines ne puissent intervenir. Pendant 3 nuits au début de février, les destroyers japonais réussirent à évacuer environ 11 000 hommes de Guadalcanal, laissant derrière eux leurs morts, leur équipement et toute prétention que la campagne avait été autre chose qu'une défaite dévastatrice. Les vedettes PT étaient présentes lors de ces dernières courses d'évacuation, menant leur patrouille habituelle et attaquant lorsque les occasions se présentaient. Mais les destroyers japonais n'étant plus chargés de frais et se concentrant uniquement sur la vitesse et la survie, étaient des cibles plus difficiles. La plupart s'échappèrent sans dommages sérieux, bien que plusieurs attaques de vedettes PT les aient forcés à abandonner des points de ramassage prévus, entraînant l'abandon de centaines de soldats japonais qui furent faits prisonniers. Le lieutenant West continua de commander le PT-109 jusqu'en janvier, avant d'être réaffecté à un poste d'état-major début février. Il fut remplacé par un officier nouvellement arrivé, le lieutenant John Kennedy, qui allait acquérir sa propre renommée en commandant cette même vedette en août 1943, lorsque le PT-109 fut éperonné et coulé par un destroyer japonais dans le détroit de Blackett. Kennedy et son équipage survécurent et furent finalement secourus. Mais l'incident illustra le danger persistant des opérations des vedettes PT et la fine ligne entre le succès et la catastrophe que les équipages franchissaient à chaque mission. L'importance stratégique des opérations des vedettes PT à Guadalcanal dépassait les résultats tactiques immédiats. Ces embarcations avaient prouvé que des navires petits et peu coûteux opérés par des équipages minimalement formés pouvaient affecter de manière significative les opérations navales lorsqu'ils étaient employés intelligemment dans des circonstances favorables. Cette leçon influença la planification navale américaine pour le reste de la guerre du Pacifique. Les escadrons de vedettes PT furent étendus et déployés dans des théâtres où leur vitesse et leur armement de torpilles pouvaient être utilisés efficacement.
La production augmenta avec plus de 500 vedettes PT construites à la fin de la guerre. Les vedettes ne devinrent jamais des armes décisives de la même manière que les porte-avions ou les sous-marins. Elles restèrent des navires auxiliaires utiles dans des circonstances spécifiques, mais incapables de modifier fondamentalement l'équilibre stratégique. Leur plus grande contribution fut cumulative, plutôt que spectaculaire, la pression constante des patrouilles nocturnes et la menace permanente d'une attaque à la torpille qui forçait les commandants ennemis à détourner des ressources et une attention qui aurait autrement pu être concentrée ailleurs. Les hommes qui équipaient ces vedettes payèrent leur propre prix pour cette contribution. Sur la trentaine de vedettes PT qui opérèrent autour de Guadalcanal entre octobre 1942 et février 1943 furent perdus suite à une action ennemie ou à des accidents opérationnels. 43 membres d'équipage furent tués et des dizaines d'autres blessés. Beaucoup d'autres souffrirent de maladies tropicales d'épuisement et du stress psychologique accumulé par des missions de combat répétées sur des embarcations fragiles où un seul obus ennemi pouvait s'avérer fatal. Pour ceux qui survécurent, le souvenir de ces nuits resta vivace des décennies plus tard. Les vétérans des opérations de vedettes PT à Guadalcanal décrivirent dans leurs mémoires et leurs récits oraux la terreur particulière de dériver dans l'obscurité moteur silencieux à l'écoute du son des destroyers ennemis. Ils se souvenaient de l'accélération violente lorsque les trois moteurs rugissaient simultanément des impacts violents, lorsque la vedette frappait le clapotis à grande vitesse, du craquement assourdissant des obus de 127 mm passant au-dessus et du boom profond et résonnant des torpilles frappant les coques ennemies. Ils se souvenaient aussi des détails plus banals que les historiens oublient souvent, l'odeur constante des vapeurs d'essence qui imprégnaient tout, la chaleur tropicale qui rendait le sommeil presque impossible pendant la journée, les repas répétitifs de rations en conserve qui attendaient dans des entrepôts depuis avant la guerre, les lettres de la maison qui arrivaient par lots irréguliers des semaines ou des mois après avoir été envoyées, et l'ennui particulier de l'attente de l'obscurité et de la prochaine patrouille, en essayant de ne pas trop penser à ce qui pourrait arriver lorsque la patrouille commencerait. L'affirmation selon laquelle les vedettes PT auraient coulé 38 transports en 2 semaines était une hyperbole, une compression de multiples engagements sur plusieurs mois en un récit plus dramatique. Les chiffres réels étaient plus modestes, être 6 à 8 destroyers coulés ou suffisamment endommagés pour nécessiter des réparations majeures en novembre et décembre 1942, avec plusieurs autres subissant des dommages mineurs. Mais les chiffres seuls ne capturent pas toute la signification de ce qui s'est produit dans ces eaux sombres de Guadalcanal. Ce qui importe, c'est que le lieutenant West et les autres commandants de vedettes PT ont affronté le Tokyo Express dans la nuit du 30 novembre 1942 avec des bateaux en bois et une formation limitée et ont découvert qu'ils pouvaient gagner. Cette découverte a changé la façon dont les deux camps ont abordé la guerre navale dans les Salomon et a démontré que la sophistication technologique et la force écrasante n'étaient pas les seules voies vers la victoire. Parfois le succès venait du fait d'être au bon endroit au bon moment, avec le courage de tirer des torpilles sur un ennemi qui pouvait vous anéantir d'une seule salve et l'habileté de s'échapper dans l'obscurité avant que cette salve n'arrive. L'engagement de Tassafaronga n'a pas gagné la campagne de Guadalcanal. Les marines combattant dans la jungle l'ont gagné soutenus par les pilotes de Henderson Field, les marins à bord des croiseurs et des destroyers qui contestaient les eaux autour de l'île et les navires de ravitaillement qui maintenaient les forces américaines équipées et nourries. Mais les vedettes PT ont joué leur rôle, et ce faisant ont validé un concept qui serait reproduit et affiné pendant le reste de la guerre. De petites embarcations des équipages courageux et des torpilles bien placées pouvaient défier la domination des grands navires de guerre dans les bonnes circonstances. Cette leçon apprise dans les ténèbres de Guadalcanal résonnerait pendant le reste de la guerre du Pacifique et au-delà. Merci d'avoir regardé. Pour d'autres analyses historiques détaillées, consultez les vidéos qui s'affichent à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs récits